Les meilleurs financiers le savent, paraître généreux peut être un bon moyen pour gagner encore plus d'argent. On n'a jamais rien gratis. Complément d'enquête dissèque les bonnes œuvres de nos milliardaires qui ne sont pas toujours désintéressés. Bonsoir, les dons des entreprises françaises ont doublé en 10 ans. Une générosité record dopée par des avantages fiscaux. On s'est intéressé à ces milliardaires français qui assument, malgré les polémiques, financer une partie de leurs activités philanthropiques avec l'argent public. C'est assez consternant. On fait une œuvre d'intérêt général. Dans beaucoup d'autres pays, on serait plutôt félicité. Distribuer de l'argent donne-t-il tous les droits ? Vous entendrez ce soir l'histoire ahurissante d'un important mécène du Louvre. Il est toujours mis à l'honneur par le musée pour avoir donné plus d'1 million d'euros. Le problème, c'est qu'il s'agissait d'1 million d'euros d'argent sale. Le mécène était en fait un escroc déjà condamné à l'étranger. On voit le nom d'Aek en lettres d'or gravé dans la pierre. Son nom est toujours inscrit, alors que maintenant on sait que c'est un criminel et le gourou d'une secte. Et pour discuter philanthropie, on a installé nos fauteuils rouges au musée du Quai Branly. Toutes les œuvres d'art que vous voyez à cet étage ont été offertes par un riche entrepreneur français, Marc Ladré de la Charrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Selon les classements, vous êtes 20e, 25e fortune française. Vous êtes ce que l'on appelle un milliardaire, même si je crois que vous détestez ce mot-là. Pourquoi vous avez décidé d'offrir toutes ces œuvres d'art à ce musée ? Écoutez, d'abord, le classement, hein, je ne fais pas du classement de Forbes ou d'un autre... Challenge. La nature de mon bonheur intérieur, si vous voulez. Et puis, il y a milliardaire et milliardaire. Il faut vous n'aimez pas ce mot, hein ? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand on dit qu'on est milliardaire, on est applaudi. Quand on va en Allemagne, on est applaudi. Quand on va en Italie, on est applaudi. Vraiment ? En France, on est moins applaudi. Mais moi, ça m'est égal parce que, quelque part, je suis milliardaire parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai commencé à être pion quand j'avais 19 ans. Et j'en ai maintenant 82. Ça fait donc exactement 63 ans d'activité professionnelle. Donc tous les pions de 19 ans qui nous regardent ce soir peuvent se dire que dans 63 ans, ils seront multimilliardaires. Ben peut-être, j'espère pour eux. Eh ben, on discutera de tout ça tout à l'heure, justement, et de tout ce que vous faites de votre argent. Ce sera juste après l'enquête de Pauline Liétard et Emmanuel Mesplet pour Brainworks, et on se retrouve juste après. Philippe Journeau nous avait prévenus. Quand il inspecte ses centres commerciaux devant nos caméras, tu vois, il n'est pas droit celui-là, tu vois, c'est bizarre. Hein. Le grand patron n'est pas là pour voir ce qui marche. Tu vois, regarde, là il sort pas au bon moment. Il sort 1 seconde trop tard. Je dis à Julien de revoir le truc. Il est exigeant, il faut respecter la vision qu'il a. Et tout est fait pour qu'on l'applique au mieux, en tout cas. Il est pointilleux ? Très pointilleux, très. Pointilleux sur la musique d'ambiance. Mais moi, démarre ici à Kenny West Famous. Tu peux mettre Kenny West Famous pour M. Journeau. Intraitable sur la déco. Les fleurs, c'était le printemps, là. Et la sécurité des clients. Là, tu vois, un sujet, il ne faut pas que la petite, elle tombe, là. Parce que c'est bien qu'il fasse les... Mais on ne pensait pas que le sens du détail de Philippe Journeau, 90e fortune française, selon l'hebdomadaire Challenge, nous mènerait jusque-là. Nico, tu vois, là, tu as des clapets jaunes, là, tu as des clapets oranges. Soit ils sont oranges, soit ils sont jaunes, c'est à ton choix, mais c'est une seule couleur. C'est parce que je suis pas un grand patron, en fait. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut mettre, c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne suis pas un grand patron. En revanche, il faut nettoyer ce truc-là. Vous assumez pas ou vous voulez faire le modeste? Non, je suis pas modeste. Je m'assume totalement, mais simplement, un grand patron, c'est un patron du CAC 40. Nous, on est une PME. On a fait des choses qui sont ambitieuses, mais on n'a pas 100 centres commerciaux, on en a 10 beaux. Pas pareil. À 61 ans, Philippe Journeau dirige la compagnie de Phalsbourg, un des leaders français de l'immobilier commercial. Montant estimé de sa fortune, 1,3 milliard d'euros.
Mais ce fils de commerçant et d'institutrice, devenu milliardaire, a un credo. Donner rend meilleur. Chaque année, il affirme distribuer 20% de sa fortune personnelle dans des actions citoyennes. Rénovation de l'Opéra de Paris, soutien à des associations qui viennent en aide aux non-voyants. Philippe Journeau est un des mécènes français les plus actifs. À Paris, il a inauguré son dernier projet. Une bonne action à 40 millions d'euros. Le prix d'achat, travaux compris, de ce bâtiment du XVe siècle, classé monument historique. Philippe Journeau a baptisé ce lieu le Philanthrolab. Toujours Philippe, c'est génial. Salut mon grand. Un espace entièrement dédié à la philanthropie, où associations et mécènes sont hébergés et conseillés pour monter des projets d'intérêt général. Pour son Philanthrolab, le milliardaire n'a pas touché un centime d'argent public. Merci. Je crois que vous étiez ensemble. Difficile alors pour lui de comprendre ceux qui pourraient douter de la sincérité de son engagement. Vous voyez ici, c'est un monument historique. Vous avez une loi sur les monuments historiques qui vous permet de défiscaliser. On n'a pas utilisé cette loi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il y a des gens qui vont penser qu'on fait ça pour avoir la loi sur les autres. Donc on n'a pas utilisé la loi. On a eu zéro défi, zéro aide de qui que ce soit. Donc si vous voulez, le sujet, c'est pas la richesse. Le sujet, c'est la philanthropie. C'est comment tu fais pour aider l'autre pour avoir une société un peu meilleure. Enfin, en tous les cas, c'est notre sujet à nous. La philanthropie à la cote. Rares sont les entreprises du CAC 40 qui n'ont pas leur fondation maison. J'ai encore un mécène que je ne connaissais pas. Dopés par les avantages fiscaux, les dons s'envolent. Un engouement qui a coûté 1,4 milliard aux caisses de l'État l'année dernière. Ça m'a toujours agacé de voir qu'on est généreux, mais avec l'argent de tout le monde finalement. Pourquoi certains grands groupes sont-ils aussi généreux? Manque de contrôle, mélange des genres, le mécénat flirte parfois avec le marketing. C'est échappé à personne que le premier événement qui a eu lieu dans la fondation Louis Vuitton, c'était un défilé Louis Vuitton, et non pas une exposition. Nous allons vous raconter comment les plus grands musées de France se sont laissés piéger par un incroyable mécène. C'était un homme très mystérieux qui ne se montrait pas. On l'appelait le milliardaire sans visage. Explorer le monde du mécénat, c'est comprendre que certains ne donnent pas, les yeux fermés. C'est à l'occasion d'un événement tragique que les Français vont découvrir que la générosité des grandes fortunes n'est peut-être pas totalement gratuite. Le soir de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Bernard Arnault, le patron du géant du luxe LVMH, convoque les membres de sa famille pour une réunion de crise dans son hôtel particulier. Son rival de toujours, François Pinault, lui, dîne dans un restaurant chic de la capitale. La reconstruction de la cathédrale est déjà au cœur de toutes leurs discussions. Ce député était à la tête de la structure chargée de récupérer les dons pour Notre-Dame. Il se souvient de la bataille que se sont livrés les deux milliardaires. On voit dans la nuit de l'incendie des dons arriver. Le premier va être François Pinault, qui dans la nuit promet un don de 100 millions d'euros, qui est un don assez unique dans l'histoire de la philanthropie française. Son fils, François-Henri, l'annonce dès le lendemain matin à la radio. François-Henri Pinault, bonjour. Oui, bonjour. Ce sont les images qui vous ont poussé à annoncer ces 100 millions? Oui, c'est une tragédie qui nous a tous touchés, moi en particulier. J'ai vu ma fille de 17 ans pleurer devant les images. Enfin, c'est quelque chose qui nous a pris aux tripes avec mon père aussi, et on a voulu réagir tout de suite. Quelques heures plus tard, Bernard Arnault double la mise, 200 millions d'euros. Et lui aussi envoie son fils communiquer sur cette bonne action. Les images que nous avons vues hier soir étaient tellement saisissantes et tellement catastrophiques qu'on a pensé qu'un geste fort et symbolique était très important. On va voir les grandes fortunes françaises promettre à leur tour des dons importants. L'Oréal avec la famille Bettencourt-Meyers, 200 millions d'euros. Et puis une grande entreprise du CAC 40 Total qui promet 100 millions d'euros. Et puis un élan de générosité, j'allais dire plus populaire,
qui aboutit à la fin à une souscription de 844 millions d'euros de dons, du jamais vu dans l'histoire de la philanthropie française. Une partie du grand public va alors comprendre que les entreprises peuvent déduire 60% du montant de leurs dons de leur déclaration d'impôt. La polémique éclate. Une suggestion à nos amis milliardaires, renoncez à l'exonération d'impôts. Ce téléthon des milliardaires est indécent. Qu'ils payent leurs impôts. François Pinault renonce alors à défiscaliser. En assemblée des actionnaires, Bernard Arnault ne cache pas son agacement. C'est assez consternant. On fait une œuvre d'intérêt général. Dans beaucoup d'autres pays, on serait plutôt félicité. Bernard Arnault finira par déclarer ne plus pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux pour ce don. L'un de ses grands projets philanthropiques avait déjà suscité la polémique. La fondation Louis Vuitton, l'un des derniers grands musées ouverts à Paris. Elle est inaugurée en grande pompe en octobre 2014. Aux côtés de Bernard Arnault, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'ancien président de la République, François Hollande. Ah oui. Bernard Arnault, vous renouez avec une tradition qui n'est pas spécifiquement française, qui est celle des mécènes. La fondation est un succès. Depuis son ouverture, plus de 8 millions de visiteurs ont pu admirer les collections les plus prestigieuses du monde. Les œuvres sont très bien mises en valeur. C'est vraiment des tableaux de maîtres assez impressionnants parce qu'il y a une quantité vraiment phénoménale. Mais derrière cette belle vitrine, l'histoire de la fondation Vuitton est aussi celle d'un mécénat qui a coûté très cher aux finances publiques. En investissant 800 millions d'euros dans ce musée privé, le groupe LVMH a économisé plus de 500 millions d'euros d'impôts grâce à la défiscalisation. Ce galeriste et critique d'art dénonce une gabegie d'argent public sans aucune transparence. La Fondation Vuitton coûte, je crois, entre 110 et 115 000 euros le mètre carré, ou 140 000 euros même dans les estimations les plus élevées. C'est délirant. Or, sur cette somme de la construction d'une fondation comme celle de Vuitton, il n'y a aucun droit de regard sur pourquoi ça a coûté ce prix-là. Tout simplement. Un musée qui veut changer des ampoules doit faire un appel d'offres pour vérifier qu'il achète bien les ampoules les moins chères du marché. Et de l'autre côté, pour des millions ou des milliards, il y a des gens qui décident de dépenses. Si c'était leur argent, ça ne me poserait aucun problème. Mais en tout cas, je sais que l'État, lui, n'aurait jamais construit pour 140 000 euros le mètre carré. Ça, c'est sûr. Dans un rapport sur le mécénat publié en 2018, la Cour des comptes a bien choisi ses mots pour critiquer le coût du musée de Bernard Arnault. La fondation d'entreprise Louis Vuitton constitue un cas exceptionnel par son ampleur d'utilisation des possibilités offertes par la législation fiscale en matière de mécénat. C'est le dérapage du projet immobilier qui a généré mécaniquement une très forte augmentation de la dépense fiscale puisque le projet était initialement calibré à 100 millions d'euros et ensuite on est arrivé à de mémoire 800 millions d'euros et 500 millions d'euros de dépenses fiscales. Le rapport dénonce plus généralement un manque de contrôle de cette niche fiscale très prisée des multinationales du CAC 40.